Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce 20h. Démarrage demain de l'examen du certificat d'études primaires. Plus de 200 000 candidats affrontent les épreuves sur l'ensemble du territoire national. Dans un instant, le message du ministre des enseignements maternels et primaires. Hervé Khechomen sur le pont de Marédaro dans la commune de Gogonou, dont la dalle de transition a cédé. Le ministre des Infrastructures et des Transports est allé superviser les travaux de réfection de ce pont confié à l'entreprise Soroubat. Et puis l'opération 1 million de jeunes derrière Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 vient d'être lancée par les jeunes du bloc républicain. La finalité de l'opération est d'assurer la réélection de Patrice Talon dès le premier tour. Merci et bienvenue à cette édition. Plus de 200 000 candidats, dont un peu plus de 96 000 filles affrontent dès demain les épreuves écrites, orales et sportives du certificat d'études primaires, session de juillet 2020 au Bénin. Alors ces candidats vont être repartis dans 746 centres disséminés sur l'ensemble du territoire. À la veille donc de cet examen, le message du ministre des enseignements maternels et primaires. Pour éviter les pertes de temps, le gouvernement a mis à votre disposition du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains en lieu et place de l'eau et du savon. Il ne vous reste qu'à respecter les règles de la distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. S'agissant de l'examen proprement dit, j'ai coutume de le dire qu'il s'agit d'une évaluation comme celle qu'organisent vos enseignants dans vos classes. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Respectez les consignes de vos surveillants en salle et travaillez en toute confiance. Rendez-vous tôt dans vos centres, munis de vos pièces d'identité et ne cédez en aucune manière à la tricherie. Quant à vous, chers parents d'élèves, je vous exhorte à aider vos enfants à apprêter toutes les fournitures nécessaires. Vérifiez leur carte d'identité. Assurez-vous que leurs tenues imperméables sont disponibles, car nous sommes en saison de pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Renvoyez-les vite au lit pour les réveiller tôt et les accompagner dans les centres à temps, tout en respectant vous-même les gestes barrières liés à la COVID-19. Et pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et surveillants de salle, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Accomplissez votre mission dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. Gardez-vous donc de tous actes répréhensibles. Aujourd'hui, mieux que par le passé, vous devez servir de modèle en tout. N'oubliez pas aussi vos masques et toutes les autres mesures.
Je ne saurais terminer sans souhaiter à tous nos candidats beaucoup de courage et surtout du succès pour qu'à l'heure de la proclamation des résultats de cette année, nous puissions nous réjouir tous de ce que nous aurons obtenu, un taux de réussite à la hauteur de nos efforts. Et la période des examens est souvent un moment de forte émotion pour les candidats et les parents. Mais la gestion de ces émotions, que sont la peur, le stress, marque la différence entre les candidats. Nous avons posé la question à une psychologue clinicienne qui partage avec nous quelques astuces pour dominer le stress le jour des examens. Elle est interrogée par Jean-Claude James. Oui, stressée à la veille de l'examen parce que le stress fait partie de notre quotidien. L'examen, ça va être une période d'évaluation. On va se demander est-ce que je suis capable, est-ce que je vais bien rendre, est-ce que il y a beaucoup de questionnements. Et c'est la gestion de cette réaction qui va aider l'enfant à mieux braver cette période-là. C'est déjà la préparation, c'est déjà la confiance en soi, c'est déjà de savoir que l'examen n'est pas un concours et que l'épreuve qui est donnée, c'est pour un élève moyen. Et avoir des pensées positives, ça aide le candidat à pouvoir bien rendre ce qu'il a appris. Déjà pour les tout petits qui vont commencer le lundi, que les parents veillent à leur alimentation, manger équilibré et manger sain, manger léger. Veillez à ce que les enfants aient une bonne qualité de sommeil. Autre chose, le jour de l'examen, c'est de les accompagner, qu'ils soient un soutien, un appui pour ces enfants-là. Le parent doit s'assurer que l'enfant a tout ce dont il a besoin. Son stylo, son crayon, la gomme et l'élément principal qui est la pièce d'identité. Donc, allez un peu plus tôt. Et quand on y va, c'est aussi d'éviter d'être dans de grands bavardages parce que l'inquiétude va être contagieuse. Déjà que c'est des enfants. Autre chose, quand on va finir l'épreuve, quand l'enfant rentre à la maison, ne pas insister pour que l'enfant corrige l'épreuve. Tant que l'examen n'est pas encore fini, c'est de le laisser parce que ça va jouer. Mais le minimum, quand ils reviennent, c'est de les encourager. Pour les plus âgés, ceux qui vont au BEPC, au bac, on va leur demander d'apprendre à faire la respiration abdominale. Il va arriver que devant une situation ou bien devant une épreuve, on se sent perdu. C'est de prendre quelques instants et de prendre de grosses bouffées d'air. Vous inspirez par les narines. Vous bloquez pendant quelques secondes. Ça dépend de votre capacité. Et vous allez expirer par la bouche très très lentement. Vous allez le refaire 1-2 fois. Vous allez voir que ça va diminuer le taux de stress que vous avez. Et il peut arriver qu'au cours de la composition, que l'on voit des camarades qui finissent plus tôt. Il n'y a pas matière à s'inquiéter parce que certaines personnes s'inquiètent. Quand on vous amène l'épreuve, il faut bien lire les consignes. Si je pense que l'exercice 1, je ne peux pas traiter l'exercice 1 et qu'il n'y a pas de lien, je peux laisser l'exercice 1 et commencer par l'exercice 2. On a aussi l'âge. Des fois, on va à l'examen et on se rend compte que c'est un exercice qu'on a déjà traité. Et ça, c'est le piège. Quand nous voyons que c'est un exercice qu'on a traité, on se jette là-dessus. Et à plus de 90%, on passe à côté. Il y a peut-être quelque chose qui va changer si on n'est pas attentionné. Donc, la concentration doit être de mise. Politique à présent, Jean-Hervé Tianvoïdou et les jeunes du bloc républicain lancent l'initiative 1 million de jeunes derrière Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Alors ils se disent convaincus des actions salvatrices entreprises depuis 2016 par le chef de l'État. C'était ce week-end à Cotonou. Jérôme Moubo, Ernest Tétégou. Depuis l'avènement du président Patrice Talon en avril 2016, les jeunes du parti du cheval gagnant disent remarquer que le gouvernement a joint l'acte à la parole en 4 ans de gouvernance. Et sous la conduite du général de la jeunesse, Jean-Hervé Tianvoïdou, ces jeunes masqués aux allures patriotiques contre le coronavirus
s'engagent à réunir 1 million derrière leur leader charismatique pour 2021. On peut dénombrer à l'actif du PAG des dizaines de milliers de routes bitumées du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'accès à l'eau potable d'un taux de pénétration de 77%. L'accès à l'énergie électrique des populations les plus lointaines. Du projet H qui a pour but d'assurer aux concitoyens une assurance maladie universelle. De la réforme éducative ayant abouti à assainir le milieu scolaire et universitaire, avec à la clé des enseignants rompus à la tâche, sans oublier l'effectivité d'une école béninoise débarrassée des grèves intempestives. Le PAG au niveau portuaire a permis à l'État de faire des économies et de se hisser comme une référence dans la sous-région. Grâce au programme d'action du gouvernement, le fonds d'aide à la culture a triplé en 4 années. Grâce au leadership du président Talon, nous avons assisté au rapatriement des mémoires de nos ancêtres et rois longtemps éparpillés aux 4 coins du monde. La construction de plusieurs marchés pour faciliter le panier de la ménagère. Plus de 700 000 emplois directs et indirects créés en 4 années. Pour ne citer que ceci, et au regard de ce bilan fort louable, la jeunesse béninoise tout entière est fière de la gestion des 4 années du président Talon et décide de ce fait de l'accompagner et de l'aider à assumer le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Ces participants constituent la crème représentative de la jeunesse du bloc républicain dans tout le Bénin. Pour eux, réélire Patrice Talon en 2021, c'est témoigner de son amour pour le Bénin. Le président Patrice Talon, l'œuvre qu'il a commencé déjà par entreprendre dans notre pays, de notre côté là-bas, et sincèrement, on est satisfait. Et on aimerait l'accompagner. Donc, en tant que leader du plateau, je suis ici pour soutenir le général Janvier dans son initiative. Femme, ton avenir, moi je te dis que c'est avec le président Patrice Talon. Donc suis-nous, mobilise-toi, reste avec nous et tu verras le changement. Il faut que vous vous levez. C'est dès maintenant que nous allons construire notre avenir. Le message que j'adresse au milieu des jeunes, derrière d'ailleurs, de par le monde entier, bien de par le Bénin, je veux bien sûr que de par leur engagement, de par les activités du gouvernement, qu'ils puissent s'inspirer plus de ça, à l'opportunité des choses à se mettre derrière nous pour rehausser le niveau en s'engageant plus activement d'ailleurs derrière le président Patrice Talon, se battre plus pour sa réélection en 2021. Leur engagement à présent, aller dans toutes les contrées et porter la bonne nouvelle, preuve à l'appui à la jeunesse fer de lance du développement du Bénin sous Patrice Talon. Véritable corridor des transports entre le Bénin et le Niger avec un fort trafic de camions poids lourds. La route nationale inter-État numéro 2, c'est-à-dire Cotonou-Malanville, bénéficie de l'attention du ministre des Transports, des infrastructures des transports publics dans le cadre du contrôle de l'État du réseau routier. Hervé Romain s'est rendu sur place, sur le pont Maré d'Arou, dans la commune de Gorgono. Eh bien, là-bas, la dalle de transition de ce pont a cédé et le ministre est allé galvaniser l'équipe de la société Soroubat en charge de la réfection donc, de cette infrastructure. Firmin Bassao pour le point. Les infrastructures routières, une des charpentes du programme d'action du gouvernement. Hervé Romain est à la manette, veillant au grain. Ici, nous sommes sur le pont Maré d'Arou, donnant accès à la commune de Gorgounou sur la route nationale inter-État numéro 2. Sa descente et ses instructions sur le pont Maré d'Arou constituent une garantie pour la finition rapide des travaux de réfection. Vous savez, l'une des missions essentielles de notre ministère, c'est l'entretien et le suivi du réseau routier. C'est vrai, au titre du PAG, nous avons construit beaucoup de routes, nous avons lancé beaucoup de chantiers qui sont en cours.
mais nous assurons également l'entretien et le suivi régulier du réseau. Et donc dans la nuit du jeudi, nos équipes ont noté une dégradation sur cet ouvrage, le pont de Maré Darou, ici dans la commune de Gogounou. Il s'agit ici d'une dégradation de la dalle de transition. La dalle de transition, comme son nom l'indique, c'est une dalle qui assure la transition entre la route d'accès et l'ouvrage lui-même. Le but poursuivi permettra une fluidité dans le trafic, maintenir le cap d'une activité portuaire vitale à l'économie nationale. Le diagnostic a été fait hier dans la journée. Nous venons de confirmer le diagnostic. Et nous avons entre-temps, dans la journée d'hier, sollicité l'entreprise Soroubat qui est en train de démarrer l'un de nos chantiers pas loin d'ici, Bani Kwara Keremou. Nous avons la chance, la dalle a été affectée sur une demi-chaussée. Donc avec le concours du préfet, que je remercie au passage, du maire et les agents de la police républicaine, nous avons pu maintenir la circulation de façon alternée. Mais ce qui est important de dire par rapport à cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui est sur cet axe Bérou-Boué-Malanville. Nous avons déjà recensé les axes et les ouvrages à réfectionner sur cet axe. Et cette route, cet axe Bérou-Boué-Malanville est déjà programmé pour être repris. Donc la reconstruction de cette route interviendra très bientôt. L'appel d'offres est lancé. Les offres rentreront le 18 juillet, donc dans quelques 2 semaines. Nous allons recevoir les offres. Nous allons rapidement les évaluer. C'est des travaux qui sont financés par la Banque islamique de développement. L'ouvrage de Maré Darou fera partie des tout premiers ouvrages à attaquer dans le cadre de ce chantier-là. Donc une fois que nous aurions lancé ces travaux, nous allons régler définitivement la question du pont de Maré Darou. Ici, il s'agit de la route nationale inter-État numéro 2. C'est notre principal corridor et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des difficultés sur ce corridor. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics repart, mais saura garder ici un œil jusqu'à livraison des travaux. On s'intéresse maintenant à l'atelier de validation de la Charte nationale des responsabilités sociétales des entreprises. Eh bien, la rencontre qui a eu lieu à Cotonou vise à recadrer les démarches et engagements des entreprises au plan social. Axel Dancy, Simon Villon. C'est un processus enclenché il y a 1 an par les entreprises béninoises, qu'elles soient publiques ou privées. La Charte nationale des RSE, entendez responsabilité sociétale des entreprises, voit le jour. Des acteurs venus de différentes organisations veulent approuver et valider cette nouvelle vitrine des entreprises au cours de cet atelier. Quand nous parlons également de la RSE, on fait appel à ce que désormais les entreprises intègrent dans leur programme, dans leur budget, dans leur PTA et tout, l'environnement, intègrent le social, intègrent leur communauté dans leur programme. Parce que vous savez que l'objectif d'une entreprise, c'est le résultat, c'est le bilan, c'est le profit que nous cherchons. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas produire et réaliser ce profit si vous n'intégrez pas votre environnement. La charte RSE repose essentiellement sur 3 piliers et implique handicapés et organisations non gouvernementales. Quand on parle de RSE, c'est 3 piliers. Donc le pilier social qui parle notamment de la diversité au sein des entreprises. Et on sait que la diversité, c'est aussi un outil de croissance au sein des entreprises. Et donc, quand on parle de diversité, c'est avoir une pluralité de personnes, dont les personnes handicapées. Et donc, une entreprise qui est dans une démarche RSE va forcément travailler sur le volet social et donc sur les aspects liés à la diversité et sera enclin également à recruter des travailleurs handicapés sur la base de leurs compétences et non sur la base d'une volonté de faire du social. Nous sommes heureux que la thématique du handicap et de l'inclusion ait été prise en compte dans cette charte. Et nous osons espérer que pour la suite, cette prise en compte sera encore plus approfondie.
Depuis un bout de temps, les ONG travaillent à mobiliser toute la société vis-à-vis des responsabilités qui sont les nôtres. Et depuis un temps déjà, on faisait des cafés RSE. Les cafés RSE, c'est de pouvoir impulser les organismes à pouvoir adhérer à la responsabilité sociétale des entreprises. Cette charte RSE sera vulgarisée dans tout le Bénin et va permettre aux entreprises de recadrer leurs actions et engagements. Formation des acteurs des médias sur le journalisme d'investigation dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est une initiative du projet d'appui à la justice et du programme d'appui à la lutte contre l'impunité, initiative mise en œuvre par Transparency International et Social Watch Bénin sous la coupole de l'UPMB et du patronat de la presse financé par l'Union européenne. Et Merida Kwensoto a suivi pour nous cet atelier. Voici son reportage. 120 journalistes au total sélectionnés dans tous les départements sont conviés à cette formation qui va se dérouler en 3 sessions. Il s'agit de renforcer les capacités de ces hommes des médias sur les techniques de réalisation de l'enquête journalistique en matière de lutte contre la corruption. Vous n'êtes pas sans savoir que la corruption nuit au développement social, politique et économique de notre pays. Je nous invite, nous, en tant qu'acteurs des médias, à apporter notre contribution à la lutte contre la corruption en mettant notre savoir-faire en jeu. Cette partition des médias dans la lutte contre la corruption passe d'abord par la sensibilisation, puis la dénonciation du fléau et surtout de ses auteurs à travers des enquêtes. Toutes choses qui pourraient amener à punir, à décourager les concernés et donc conduire à la réduction, pourquoi pas, à la disparition du fléau de la corruption au Bénin. Pour être efficace, la lutte contre la corruption exige l'engagement de la société dans son ensemble. La Convention des Nations Unies contre la corruption reconnaît le journalisme d'investigation comme une mesure préventive efficace et la nécessité d'une approche globale de lutte contre le fléau de la corruption. Les professionnels des médias et la société civile constituent donc un pilier incontournable dans cette lutte. Au terme de ces 3 sessions de formation, 2 à Boïcon et 1 à Parakou, il est attendu des participants des productions régulières sur la lutte contre la corruption, tant dans la presse écrite que dans l'audiovisuel. L'Algérie a enterré ce dimanche, jour anniversaire de son indépendance, les restes de 24 insurgés anticoloniaux remis par la France dans le carré des Martyrs à Alger. En France, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est réélu maire de Raves, alors que les États-Unis ont célébré ce week-end dans la division leur fête nationale. L'actualité internationale, c'est une compilation signée Jérôme Bois. Ils ont failli disparaître sans laisser de traces, comme des milliers d'autres morts dans l'anonymat sur le chemin de l'Europe. Mais lorsque les corps de ces migrants ont été repêchés le mois dernier, les autorités tunisiennes ont relevé tout ce qui pouvait permettre de les identifier. On va faire une fiche, on remplit toute l'identification des objets, des vêtements, du corps, des tatouages. On fait l'autopsie, le prélèvement digital, le prélèvement génétique. On façon tout un dossier d'identification, on l'envoie à la CICR pour chercher s'il y a des parents. C'est crucial pour le CICR que lorsqu'il y a des corps qui sont retrouvés suite à un naufrage, ces corps ils soient documentés proprement par les autorités, c'est-à-dire que toutes les informations concernant ces corps soient prises et gardées convenablement en accord avec les standards internationaux. Un travail de fourmi pour recenser tout ce qui pourrait permettre de donner un nom aux 29 femmes, 30 hommes et 2 enfants qui ont péri lorsque leur embarcation clandestine a chaviré début juin au large de Sfax centre-est. Le capitaine tunisien a rapidement été identifié, mais des passagers, tous originaires d'Afrique subsaharienne, on ne connaît guère que quelques profils Facebook identifiés par des connaissances en Tunisie, sans autre forme de confirmation possible.
L'Algérie a enterré ce dimanche, jour anniversaire de son indépendance, les restes de 24 insurgés anticoloniaux remis par la France dans le carré des martyrs à Alger, alors que les deux pays semblent vouloir solder le passé douloureux de la colonisation. Les 24 crânes de ces combattants tués au début de la colonisation française au 19e siècle sont inhumés lors d'obsèques solennelles au cimetière d'El Alia, le plus grand d'Algérie. Situé dans la banlieue est d'Alger, il abrite le carré des martyrs de la révolution algérienne où repose l'émir Abdelkader, héros de la première résistance anti-française, les grandes figures de la guerre d'indépendance 1954-1962 et les anciens chefs d'État. Et pour M. Édouard Philippe, 47 voix. En France, Édouard Philippe est réélu maire du Havre. Il a remporté dimanche les élections municipales avec 58,83% des voix face au député du Parti communiste français, Jean-Paul Lecoq. Édouard Philippe, qui avait été élu dès le premier tour en 2014 avec 52% des voix, est conseiller municipal du Havre depuis 2001. Il a été élu maire de cette ville portuaire de 170 000 habitants de 2010 à 2017. Aux USA, ce 4 juillet, Donald Trump arrive à la Maison-Blanche et rend hommage à l'Amérique. Au cri de Black Lives Matter, les vies noires comptent, les manifestants antiracistes remontent l'avenue longeant la Maison-Blanche et abreuvent d'insultes une militante arborant une pancarte de soutien à Donald Trump. À Washington, la fête nationale américaine a été marquée samedi par la confrontation et la désunion. À quelques centaines de mètres de la pelouse de la Maison-Blanche où le président américain doit prononcer un discours en soirée, deux camps s'opposent et semblent irréconciliables en ce jour qui célèbre pourtant l'indépendance et l'unité du pays. Et pour éviter les heurts, un imposant dispositif policier a été installé autour de l'enceinte présidentielle qui ressemble à un camp retranché. Par ailleurs, après plus de 3 mois de fermeture en raison de la pandémie du coronavirus, le mémorial du 11 septembre rouvre au public à New York le jour de la fête nationale. Le musée qui a fermé en même temps que le mémorial en mars dernier reste en revanche fermé au public pour le moment. Pendant ce temps, des avions militaires américains effectuent un survol de Washington. Dans tout le pays, la crainte du virus a refroidi ou annulé des défilés de la rue, les barbecues dans les arrière-cours des maisons et les réunions de famille. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.